Mesdames et messieurs, la seconde partie de ce web décryptage consacrée à l'indépendance de la RDC qui totalise 65 ans, bien sûr depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, comme on le dit. On va parler quand même des grandes guerres de la RDC, ce qui est sur la partie orientale de la RDC déstabilisée sur le plan sécuritaire depuis plus de 2 décennies déjà. Mais quelles sont les plus grandes guerres qu'a connues la RDC? En tout cas, c'est une question à laquelle notre invité de ce jour, Toumsifou Akram, va répondre avec quelques détails par rapport aux grandes guerres que la RDC a déjà connues. Akram, on est toujours avec vous dans cette seconde partie pour parler cette fois des grandes guerres de la RDC. Quand la RDC a connu sa première véritable grande guerre? Ben, depuis l'indépendance, depuis 1960. Donc, nous accédons à l'indépendance le 30 juin 1960. Sur fond d'une guerre. Et déjà, nous commençons avec les guerres. Parce que juste après, il va y avoir, bon, les gens d'abord fêtent, hein, les gens, surtout que l'indépendance est arrivée à un très bon jour, le 30 juin. C'est-à-dire à la fin du mois, tout le monde était déjà payé. Ils vont passer beaucoup de jours en train de boire, de célébrer, de festoyer, même s'ils ne, donc, ils ne prennent pas. Ils n'ont pas le temps de prendre en compte des énormes défis qui les attendent, les énormes défis qui les attendent juste après l'indépendance. Disons d'ailleurs que les élections de 1960, donc les élections législatives, se sont passées sur fond de grandes démagogies, Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, la Oui, démagogie. les politiciens, certains vont en campagne en disant à la population que si vous votez pour moi après l'indépendance, vous ne travaillerez plus, mais vous mangerez quand même. Vous mangerez quand même du 1er du 1er au 31. Les Belges vont partir et vont nous laisser jouir de tout ce que nous avons, toutes ces richesses-là. Nous allons en profiter. Ben, ils ne disent pas À l'époque, le plus grand démagogue, c'était qui? Kassavoubou? Non, non. C'était surtout les gens qui ont pris part aux élections législatives. Parce que les élections qu'on a vécues, ce sont les élections législatives. Et les gagnants de ces élections, ou du moins les partis gagnants de ces élections, ce sont les leaders qui devraient former les gouvernements. Et c'est Lumumba et sa coalition qui l'emportent. Et il sera choisi d'abord comme il aurait peut-être souhaité être président. Mais la constitution qu'on avait à l'époque n'accordait pas au président beaucoup de pouvoir. D'ailleurs, Combien avait même le temps de la lire, cette constitution-là, qui nous a été produite par les Belges, qui l'ont copiée sur leur propre constitution, même s'ils vont remplacer le roi par le président. Donc, là-bas en Belgique, les rois, son pouvoir se limite à ce qu'ils disent l'inauguration des ponts et chaussées. Et tout le reste du pouvoir, c'est entre les mains du Premier ministre et du gouvernement. Alors, pour maintenir cette union nationale, Lumumba va soutenir à ce que Kasavubu soit président au détriment de Jean Bolikango et Lumumba va devenir Premier ministre. Alors, quand on accède à l'indépendance, après l'effervescence, après les fêtes, ben, les militaires remarquent qu'ils sont toujours commandés par Janssen, un Belge, qu'il y a toujours des conseils belges partout. Les grandes entreprises sont toujours entre les mains des Belges. Ils vont surtout ce qui va fâcher les militaires, ils ne sont pas tout simplement mécontents contre les Belges qui continuent à les diriger, mais aussi ils remarquent que parmi les premières lois votées par les députés élus, c'est de faire à ce que leur salaire soit égal au salaire des députés belges. Ah bon? Mais les militaires, leur solde Très dérisoire. Oui, reste celui qu'ils avaient sous les Belges. Mais on n'a pas voté à ce qu'ils soient payés comme les militaires belges. Non, non, non. Mais les députés ont voté à ce qu'ils soient payés comme les députés belges. Ça veut dire que ces inégalités datent de très longtemps. Oui, ça fâche les militaires qui se mutinent. Donc les députés réclament qu'ils soient payés comme en Belgique, oubliant que le Congo n'a pas les mêmes produits intérieurs bruts comme celui de la Belgique. Bon. Alors, les militaires vont se mutiner, ils vont réclamer l'amélioration de leurs soldes, mais aussi les remplacements des cadres coloniaux par les cadres nationaux.
Sauf qu'il n'y avait pas de gradé parmi les militaires. Parmi les militaires, les plus hauts gradés étaient un sergent, Lundul. Et Mobutu avait quitté l'armée sans avoir été même... Lui aussi avait les grades de sergent, sergent comptable. Alors, Lumumba, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire. Il va inventer des grades en faisant de Lundula, un de ses oncles qui était dans l'armée, général. Par nomination. Par nomination, oui, par nomination. Et Mobutu, colonel. Colonel, il va faire de Lundula chef d'état-major. Mobutu passait des journalistes à colonel. À colonel, oui, directement à colonel. Et au grand mécontentement de Maurice Mpolo, qui aurait voulu être lui aussi général, même si, alors qu'il n'était qu'un civil, général pour diriger l'armée nationale. Bon, c'était à l'époque, on n'avait pas de cadres. Et comme la politique, c'est une science du réel, la politique, c'est une science du réel qui se construit sur des matériaux existants. Donc, on prend ceux qui sont là. Vous n'êtes pas là. On n'invente pas la roue. Non, on n'invente pas la roue. Ceux qui sont là, c'est Mobutu, c'est Lundula, c'est Mpolo et autres qui étaient là. Alors, c'est eux qu'on prend et on les parachute à des grades qu'ils n'avaient pas rêvé. Donc, presque sans formation. Bon, il y avait une formation quand même. Dans l'amateurisme. À l'ancienne. Dans la force publique. Alors, ils deviennent des commandants de l'armée. Même si Mobutu, les militaires vont vont l'accepter à parce qu'il l'avait même bâti au camp qu'on appelle actuellement Tchachi. Quand ils arrivent, les militaires arrivent, il leur dit que voilà, moi, Lumumba vient de faire de moi votre colonel. Quoi? Ils vont les tabasser. Parce que ça faisait longtemps quand même qu'il avait quitté la force publique. Donc, il y avait d'autres qui étaient dans cette force publique, mais Lumumba ne les connaissait pas. Il refait surface avec un grade. Ouais, bon, quand ils sont là, ils tabassent. C'est lui qui vient les sauver, c'est Cléophas Kamitato, le gouverneur de Kinshasa. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1966, Kamitato aurait pu figurer parmi les martyrs de la Pentecôte, parmi les pendus de la Pentecôte. Mais quand Mobutu va se rappeler, celui-là m'avait sauvé quand même. Il va l'épargner. Alors, il y a cette mutinerie. Il s'attaque aussi à des Belges, ce qui va pousser à ce que le Congo entre directement en guerre entre guillemets, avec son ancienne puissance coloniale, parce que les Belges vont venir et vont bombarder les ports de Matadi. C'est déjà une guerre en quelque sorte. Et surtout la guerre, la vraie, commence maintenant le 11 juillet 1960, quand Tshombe proclame la sécession katangaise. 1960 déjà. Déjà 1960. C'est la moins d'un mois après l'accession à l'indépendance. Oui, 11 jours après l'accession de l'indépendance, nous entrons en guerre contre les Katanga qui se veulent un pays indépendant. Ce que le Lumumba n'accepte pas, il va envoyer la force publique. La force publique devenue l'ANC, Armée nationale congolaise, et la guerre déjà commence. Cette guerre donne naissance à une autre le 30 août 1960, quand Kalonji, un ancien sociétaire de Lumumba, dit un médecin de Lumumba, lui aussi proclame ce qu'il va appeler l'empire minier du Kasaï. Du Kasaï, il va se proclamer empereur en prenant le titre de Molopwe. Une anecdote, tout l'argent de son empire, il faisait loger ça en Suisse sous un compte nommé Empire minier du Kasaï. En 1961, quand sa sécession va prendre fin, suite au conclave de Rovanium, il va partir en Europe pour tenter de récupérer son argent. Arrivé à la banque, la caissière va lui montrer la carte du monde et va lui demander de lui montrer sur cette carte là où se trouve l'empire minier, l'empire minier du Kasaï. Mais, il n'avait pas de réponse. Il n'y avait pas cet empire minier-là. Et donc, il n'aura jamais cet argent-là. Il est mort sans l'avoir jamais touché. Donc, l'argent-là a pris un chemin qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est gardé par les Suisses, espérons. Bon, ils l'ont déjà prise. Peut-être la caissière l'avait détourné. Bon. On n'a pas assez de détails là-dessus. On n'a pas assez de détails là-dessus. Ça veut dire, entre 1960 et 61, il y a eu déjà deux grandes guerres. Pas deux grandes guerres, mais trois. Parce que Gizenga va aussi proclamer ce qu'il va appeler la vraie République du Congo, du côté de Stanleyville. Kisangani actuellement. Kisangani. Ouais. Du côté de Kisangani, Stanleyville à l'époque. Et il va dire que non, ma république est la vraie parce que moi j'ai tous les documents des anciens colons, je fui avec tout ça de Kinshasa jusqu'ici. Donc ça fait déjà 3 guerres, 3 pays dans un seul pays. Dans un intervalle d'une année. Dans un intervalle de quelques mois. Alors,
Mais cependant, la rébellion de Gizenga va prendre fin aussi suite au conclave de Lovanium, qui va hisser Adoula, Cyril Adoula au rang de Premier ministre et qui va faire reconnaître son gouvernement partout à l'Ouest, chez les capitalistes comme chez les communistes. Donc tout le monde va dire, voilà, on peut quand même soutenir ce gouvernement-là pour lutter, bon, pour lutter, ici au Congo, c'est pour lutter entre autres contre Tchombe. Et Gizenga va être choisi comme vice-premier ministre de Adoula. Déjà, nous sommes vers juillet-août 1961. Mais il ne va pas accepter ce poste-là. Il va certes aller à Léopoldville, mais quelques mois après, il va se rétracter et il va souhaiter retourner faire sa rébellion, le Mumbiste. Il va rentrer à Stanleyville, mais mal lui en a pris. Il va être arrêté par Prosper Manzakala, un gouverneur qu'il avait, entre autres, nommé lui-même, parce que c'était le Mumbiste. Manzakala, sur l'acte d'arrestation, c'était écrit pour rébellion exagérée Ah bon? contre l'État. Il va être arrêté et mis en prison dans l'île de Boulambemba, du côté de Matadi là-bas. C'était une grande infraction à l'époque. Oui, une très grande infraction. Et c'est pas comme le faux bruit. C'était pas comme le faux bruit, mais rébellion exagérée. Il sera libéré en 1964. Devinez par qui? Par Tchombe. Tchombe, ah, Moïse Tchombe. Voilà, par Moïse Tchombe, devenu, ironie de l'histoire, Premier ministre à Léopoldville. Bon, disons que la guerre de Tchombe va prendre fin en janvier 1963. C'était la 4e guerre. Non, c'était la 5e pratiquement. Voilà la 3e. Donc, l'une des 3 guerres qu'on a eues déjà en 1960. Donc, celle de Tchombe va un peu tarder jusqu'en janvier 1963. Et nous l'avons gagnée grâce à l'ONU. Parce que dès que nous avons eu l'indépendance, l'ONU est venu déjà à notre secours en envoyant une grande mission qu'on appelait à l'époque ONIC. Pas Monique, plus tard nous aurons la Monique, mais Monique, à l'indépendance, nous avions l'ONIC, l'Organisation des Nations Unies au Congo. À l'époque, Bintou Keïta n'était pas là. Elle n'était pas là, c'était d'autres. Donc, quand Lumumba meurt en 1961, ceux qui soutenaient Tchombe n'avaient plus raison de le soutenir, surtout les gens du bloc occidental qui prenaient Lumumba comme un dangereux communiste, alors qu'il n'était pas communiste. Quand il meurt, pourquoi continuer à soutenir Tchombe au lieu de soutenir les gouvernements centraux, surtout dirigés par un homme d'État, un vrai homme d'État, Cyril Adoula. Alors, ils vont l'aider, le président Kennedy va lui-même intervenir et faire à ce que nous puissions vaincre la sécession katangaise en janvier 1963. Et Tchombe va aller en exil. Bon, on va concocter une sorte de... Kasavubu va envoyer Iléo, l'ancien premier ministre, pour être son représentant là-bas à Elisabethville, à Lubumbashi. On va maintenant tenter de coller les morceaux brisés par la guerre en nous dotant d'une nouvelle constitution, d'une vraie assemblée nationale. Mais cela aussi va créer des mécontents, surtout les anciens lumumbistes, qui vont s'opposer à la réforme constitutionnelle menée par le président Kasavubu et vont partir à Brazzaville, où Massamba Deba a pris le pouvoir. Massamba Deba, c'est un communiste, c'est un socialiste à l'époque, alors il les protège. Delac Beignet, Christophe Beignet et d'autres vont s'organiser pour aller lancer un mouvement du côté de Bujumbura là-bas, qu'on appelle CNL, Conseil national de libération, et vont commencer notre guerre, la guerre de Simba, en 1963. Et la guerre de Simba s'inspire d'une autre guerre, une guérilla menée par un autre ancien lumumbiste, Pierre Moulele, qui va venir de Pékin, va arriver à Léopoldville déguisé en ouest africain, vêtu de boubou là-bas, les gens ne vont pas le reconnaître. Il va se retrouver dans son Koulou natal où il va lancer sa rébellion, la rébellion mouléliste. La rébellion mouléliste en utilisant d'une ruse, en se faisant tirer dessus par des balles en blanc. Les gens ne les connaissaient pas à l'époque. On va tirer, je ne sais pas, s'asperger d'un peu d'eau qualifiée de magique. Voilà, les gens vont tirer sur lui. Ils vont remarquer, Hakufewa, donc il n'est pas mort. Et là, la légende de Maï Moulele va commencer. Maï Moulele, Maï, voilà. Dont se sont inspirés les Ouazalendo actuellement. Bon, je ne sais pas. Alors, la rébellion mouléliste va éclater. Et les gens et les Simba vont aussi s'inspirer de ça. Et voilà.
mêlant maoïsme et fétichisme africain, en disant que les balles n'avaient aucun effet sur eux. Maintenant, il n'était pas le seul à le croire, mais aussi les militaires de l'armée nationale congolaise le croyaient aussi. Donc, ils fuyaient sans combattre, de sorte que le CNL va en peu de temps contrôler presque les trois quarts de la superficie, donc du territoire congolais. Bon, même s'ils ne le contrôlaient pas vraiment, mais quand même, ils vont réussir à occuper une grande partie du territoire national. Avec le soutien de l'armée burundaise ou bon, on pense avec le soutien des Tanzaniens qui les laissaient passer, des Burundais qui les laissaient aussi passer. Bon, des Chinois qui leur donnaient quelques munitions, mais aussi de l'Égypte qui semblait, qui va finir d'ailleurs par les reconnaître. Voilà. Ils vont avancer et prendre une grande partie du territoire national. Là, dans cette rébellion-là, va émerger une figure dont on parlera des décennies plus tard, celle de Laurent Désiré Kabila, qui était l'un des grands héros, donc héros comme messager de cette rébellion-là, aux côtés de Gaston Soumaïli, qu'on connaît sous le nom de Soumialo, Christophe Beignet et bien d'autres, Akashamura, qui va aussi rejoindre ses amis du CNL. Ils vont avancer, cela va paniquer le gouvernement de Kinshasa. Alors, la seule personne qui pouvait sortir les pays de ces bourbiers, c'est Tshombe. Alors, on va aller le chercher de son exil, de l'Espagne, pour le faire rentrer au Congo et faire de lui le premier ministre pour remplacer Adoula. Adoula qui ne semblait plus convaincre, donc qui était un peu surpassé par cette crise-là. Tshombe va venir, il va user de son carnet d'adresses pour faire venir au Congo les mercenaires de Bob Denard, de Mike O'Hara, qui est un Sud-Africain, mais aussi ces anciens gendarmes qui avaient trouvé refuge en Angola où ils étaient protégés par les colons portugais. Ils vont venir, et les Belges vont aussi intervenir. Les États-Unis vont intervenir en nous envoyant des avions pilotés par des Québécois, des Québécois anticastristes qu'ils avaient formés pour venir nous aider, et on va reconquérir, le gouvernement de Kinshasa va reconquérir assez rapidement tous les territoires qui étaient occupés par les rebelles du CNL, et le pic maintenant aura lieu le 24 novembre 1964. Et c'est en cette date-là que Kisangani va être libéré par les para-belges et soutenu aussi par des mercenaires. Voilà, ça va être une grande victoire. Et tous les leaders de cette rébellion du CNL vont aller en exil, Beignet, Soumialo, en apportant une grande quantité d'or, plus de 20 tonnes d'or qu'ils avaient volé, entre guillemets, à la banque de Kisangani. Ils vont traverser avec ça la frontière soudanaise jusque dans l'actuelle capitale ici, Soudan, c'est quoi encore? Djouba? Djouba, oui. Oui, jusqu'à Djouba, où ils vont être reçus par un jeune officier à l'époque, retenez bien son nom, Omar El-Béchir, qui deviendra plus tard président. Voilà. Ouais. Alors, mais une seule personnalité, donc un seul leader de cette rébellion va rester au pays, c'est Laurent Désiré Kabila. Il va créer son maquis dans les sites Kivu, du côté chez les Babembe là-bas. Chez les Babembe là-bas, dans la forêt là-bas. C'est là que viendra les rencontrer un certain Ernesto Che Guevara. Malgré les conseils de Nasser, Nasser lui disait ne va pas faire le Tarzan là-bas. Voilà. Mais il va quand même venir avec les Tanzaniens. Bon, il ne va pas s'attendre avec les pseudo-révolutionnaires dirigés par M. Laurent Désiré Kabila. Il va rentrer pour aller mourir en Bolivie en 1967. Alors, pendant cet acte Kinshasa, Tshombe est déjà Premier ministre, mais il est extrêmement populaire et sa popularité gêne le président Kasavubu, qui commence à se rapprocher avec des pays progressistes, les Ghana d'Nkrumah, la Guinée de Sékou Touré, et ceux-là sont des ennemis invétérés de Moïse Tshombe, qu'ils accusent d'être l'assassin, entre autres, de Patrice Emery Lumumba. Alors, aux élections de 1965, Tshombe va sortir grand gagnant, mais Kasavubu va refuser de lui concéder sa victoire et va le remplacer par un autre Katangé, Évariste Kimba, qui va faire de lui Premier ministre. Sauf que les députés, acquis majoritairement par Tshombe, qu'on surnommait à l'époque Monsieur Tiroir Caisse,
de l'orchestre à cause de sa générosité, de donner de Il n'était pas largesse aux boxeur, comme on l'a dit. politiciens. Oui, voilà, il n'était pas politicien. Donc, les députés qui lui étaient acquis vont refuser d'investir Kimba, Évariste. On retourne encore donc au scénario de 1960 entre Kassavubu qui, qui renvoie Lumumba. On utilise quel terme encore en droit qui déchoua Lumumba de son poste de Premier ministre et Lumumba aussi qui déchoua Kassavubu. Donc c'est un peu, ça devient encore le même scénario. Alors, maintenant, un troisième larron, ou du moins un quatrième larron va en profiter. Lui, c'est le chef de l'armée, Joseph Désiré Mobutu. Il va mentir au président qu'il veut célébrer la journée du 24 novembre 1964, donc la date de la libération de Kisangani. Il va mentir au président qu'il va inviter tous les hauts gradés de l'armée, tous les commandants régions, comme on dit actuellement, pour venir à Kinshasa et célébrer cette date-là. En réalité, il préparait le coup d'État. Et c'est en cette date-là, le 24 novembre 1965, qu'il va prendre le pouvoir, chassant le président Kassavubu et les premiers ministres rivaux, Tshombe et Kimba. Bon, Tshombe qui va penser d'abord que le Mobutu agissait dans son intérêt, mais il va remarquer quelques jours après que ce n'était pas le cas. Il va partir en exil. Kimba qui va être pendu presque une année plus tard, et Kassavubu qui mourra dans son village natal là-bas, du côté de Singini, 4 ans plus tard, 4 ans, 3, en 1969. 69, voilà. Voilà, Mobutu va prendre le pouvoir le 24 novembre 1965. Maintenant, il y a la question, et maintenant se pose pour lui des questions. Que faire des mercenaires? Les mercenaires qui étaient toujours là, dirigés par Bob Denard et Mike O'Hara. C'est Mike O'Hara qui avait d'ailleurs poussé Che Guevara à quitter le Congo parce que c'est lui qui l'avait localisé pour le compte de la CIA. Et il y a aussi Jean Schramm, lui qui n'était pas vraiment un mercenaire, mais un fermier riche qui va créer sa propre armée au Congo, donc qui va devenir officier. Parce que disons que Bob Denard était devenu général de notre armée, de l'armée du Congo. Alors, ces mercenaires gardent toujours des acquaintances avec Tshombe. Et il y a aussi les bataillons des anciens gendarmes katangis. Donc, quand Tshombe est parti en exil, certains n'ont pas si regagné l'Angola et sont restés stationnés à Kisangani, dans ce qu'on appelait à l'époque les bataillons Baka. Que faire d'eux? Voilà. C'était les deux grandes interrogations. C'était des interrogations. Bon, il prend comme politique de les maltraiter, de les priver à manger, de souvent les priver de leur solde, ce qui va les pousser à se mutiner en 1967. En 1967, ils vont se mutiner. Et ils vont chercher à quitter Kisangani pour aller à Stanleyville. Alors, ils vont tenter d'y aller avec leurs armes. Mobutu va envoyer comme négociateur Bobozo à Kisangani pour les convaincre. Il va rouler un peu Bob Denard, qui était le protecteur de ces gens-là, les bataillons Baka. Bobozo va leur dire, voilà, le président accepte que vous puissiez aller à Kisangani, à Lubumbashi plutôt, à Stanleyville, en passant par la route, mais sans vos armes. Naïvement, ils vont accepter, ils vont céder leurs armes, et en cours de route, tous vont être tués, avec leur chef Chipola. Tous vont être tués. Aucun ne va échapper. Mais c'est là que là, Schramm va se dire, voilà, si je continue à faire confiance à Mobutu, je risque de subir le sort de Chipola. Il va lancer aussi sa rébellion, une autre guerre, la guerre de Bukavu. Il va même prendre Bukavu qu'il va proclamer comme capitale avec certains alliés de Tshombe. Chez nous, les vieux de chez nous disent évitez les Chikaramo, comme c'est très difficile de prononcer le nom Schramm dans la langue maternelle là-bas, on dit Chikaramo. Voilà. C'était la guerre de 1967. Cependant, Mobutu va réussir quand même à les vaincre avec l'aide de certains alliés, surtout de la CIA. Et ce qui va un peu démoraliser les gens de Schramm, c'est quand il va apprendre, surtout Tshombe, qu'ils attendaient pouvoir venir au Congo, a été enlevé et est prisonnier en Algérie, chez Boumedienne.
on ne pouvait pas espérer qu'il allait s'en sortir vivant parce que Boumedienne plutôt, était l'un de ses plus implacables ennemis. Boumedienne qui était un ami, du moins un partisan de l'idéologie de Lumumba. Ouais. C'est là d'ailleurs que Tshombe va mourir. Voilà. C'était une guerre, mais qui va se terminer par... en 1967, Schramm est vaincu, il va quitter le pays pour aller au Brésil, je pense, au Brésil. Et Denard aussi a déjà fui le pays. Et les anciens partisans de Tshombe qui étaient aux côtés de Bob Denard vont essayer de passer par le Rwanda. Après des médiations avec l'OUA à l'époque, Kayibanda va accepter de les livrer aux Zaïre. On va les embarquer dans un avion et puis toute trace d'eux va disparaître. Bon, on va les tuer pour dire la vérité. On raconte qu'on les avait jetés du haut des avions dans la forêt équatoriale. Ils sont morts. Ils sont morts. Alors, disons, comme bilan, entre 1960 et 1965, on a déjà beaucoup de guerres. 67. 65 plutôt déjà, Voilà. 65, avant la prise de pouvoir de Mobutu. On parle de plus de 500 000 morts. De 500 000 morts ici au Congo, sans compter des blessés. Dans un intervalle de 5 ans. Oui, dans un intervalle de 5 ans d'indépendance. Des morts, des mutilés, des blessés, à cause des guerres de sécession et les guerres de Maï Moulélé. Donc, la rébellion Mouléliste dans les Kwilu et les CNL dans l'est du pays. Là, la guerre de Schramm, c'est aussi des milliers de morts. Et Moulélé n'est pas vaincu pour autant, parce qu'il continue aussi sa rébellion. Mais en fin de compte, il se retrouve sans assistance. Il veut aller chercher de l'aide du côté du Congo-Brazzaville, chez son allié et ami, l'allié de l'Umumbiste Massamba Deba. Sauf en pleine pirogue, en pleine traversée vers le Congo-Brazza, il apprend que Massamba Deba vient d'être renversé par Marien Ngouabi. C'est là qu'il va raconter à l'un de ses amis qu'il est de traverser à Lingala. Moi, non, on a ébiété. Donc, Marien Ngouabi, je ne le connais pas. C'est peut-être celui-là qui va être à l'origine de la mort de Moulélé. C'était peut-être une prémonition, parce que quand il va arriver, il trouve un comité d'accueil inattendu des militaires qui viennent en fait l'arrêter, même s'ils ne le disent pas. Il ne sait pas, mais il est déjà prisonnier. Alors, on va l'amener à Brazza dans une maison, une bonne maison, mais il est en fait prisonnier. Lui, il ne le sait pas encore. Parce que Mobutu, Marien Ngouabi, craint Mobutu, et voilà. Il ne veut pas aider toute dissidence contre lui. C'est là que les ministres des Affaires étrangères de Mobutu, un certain Justin Marie Bomboko, arrive à Brazzaville avec une mission de Mobutu d'amener Moulélé à Kinshasa en lui disant qu'il y a déjà une loi d'amnistie, donc Moulélé ne craint rien en allant à Kinshasa. Certains diplomates les dissuadent, lui disent résiste, ne quitte pas Brazzaville, parce que tu ne dois pas faire confiance quand même à Mobutu. Bon, il n'y a pas de choix et n'étant pas soutenu par qui encore? Marien Ngouabi. Il accepte de partir, de traverser le fleuve avec Bomboko pour rentrer à Kinshasa. Là, Mobutu est en visite officielle au Maroc. Alors, il arrive à Kinshasa et il y a Bomboko qui l'amène vivre un peu chez lui en attendant le retour du président. Qu'est-ce que Bobozo fait quand Mobutu rentre? Il organise ce qu'il appelle les défilés des mutilés. Donc, les militaires qui ont été blessés par la rébellion de Moulélé, mais aussi en brandissant les photos du colonel Eyanga, un célèbre colonel à l'époque qui avait été tué par les monellistes. Mobutu n'a pas d'autre choix que de satisfaire la demande de Bobozo, qui est celle d'exécuter Moulélé, sans vraiment de procès. C'est ainsi que Moulélé va mourir, mutilé. Donc, il est mort affreusement et jeté dans les fleuves Congo. Comme les papas de... C'est quel politicien encore? Lubaya. On dit Lubaya. Lubaya. Voilà, Claudel Lubaya, lui aussi, qui avait à un certain moment rejoint le CNL, mais qui s'était encore rapproché du pouvoir central. Quand Mobutu va prendre le pouvoir, il va l'enfermer, le tuer et le jeter au crocodile dans les fleuves Congo. Donc, ils sont morts affreusement.
Mais la mort de Molele va sonner la fin de la rébellion moléliste dans les Kwilu. Il ne reste que les petits maquis de Mzee Laurent Désiré Kabila dans les sites Kivu qui va subsister jusqu'en 1980-84 comme ça. Donc, c'est elle qui va subsister, même si son patron il passait plus de temps en Tanzanie que dans son maquis de Hewa Bora. Alors, donc, à partir de 1967 jusqu'en 1977, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. C'est maintenant en 1977 qu'il va y avoir la guerre au Chaba. Les Katanga, pour Mobutu, pour essayer de faire disparaître l'identité katangaise, va surnommer la région les Chaba. Les Chaba, mais pour quand même les exilés comme les anciens militaires de Tchombe qui sont en Angola, ils appellent ça toujours les Chaba. Alors, c'est dans le cadre du retour à l'authenticité. Hein. Pas vraiment, parce que les Katangais étaient à l'époque très fiers de leur identité. Et les politiciens se racontaient que si nous devenons indépendants, notre Katanga devenait indépendant, après 10 ans, nous allons être comme la Belgique. Bon. Mais Mobutu, pour maintenant mater ces sentiments-là à année, il va d'abord les renvoyer comme gouverneurs. Les gouverneurs du Nord Kivu, Denis Palou. Wow. Denis Palou, puis il va les remplacer vite par Manzakala, Prosper Manzakala, l'homme qui avait arrêté Gizenga. Celui-là, c'était, comme il était d'une cruauté implacable, c'est lui qui va mater tous ceux qui propageaient les idées là, de l'indépendance de Katanga et surtout qui prêchaient les retours de Tchombe. Il les faisait monter dans un hélicoptère, puis les jetait dans ces hélicoptères-là. Voilà. Alors, il disait que vous rêvez, vous ne deviendrez jamais indépendant et Tchombe ne reviendra plus jamais. Bon, il va y avoir maintenant un semblant de paix jusqu'en 1977 parce que les anciens gendarmes katangais sont en Angola. Les Portugais les utilisent comme leur supplétif pour combattre les mouvements indépendantistes du Katanga, surtout le MPLA, qui est un mouvement communiste. Maintenant, en 1973, il y a une révolution portugale qu'on appelle la révolution des Aïeux qui renverse Salazar. Salazar qui est remplacé par un autre gouvernement qui, lui, bon, n'a quoi faire des colonies. Donc, pourquoi ne pas accorder ces gens-là qui luttent contre nous leurs indépendances pour que nous puissions quand même utiliser les maigres ressources parce que le Portugal n'était pas un pays aussi riche que ça à l'époque. D'ailleurs, Mobutu, si vous vous rappelez de son discours à l'ONU, va lancer des pics. Il ne s'attendait pas avec Salazar, lancer des pics au Portugal en disant que c'est un pays socialement, moralement, économiquement, intellectuellement pauvre. Pauvre à l'époque, voilà. Pourquoi ne pas consacrer nos maigres ressources au développement au lieu de continuer à financer des colonies qui ne nous rapportent pas grand-chose? Il y avait l'Angola, le Mozambique, mais une Guinée aussi, je pense. Guinée, si c'est Bissau, voilà. Alors, le Portugal va donc commencer à se désengager petit à petit du Portugal et du Mozambique. Maintenant, les anciens alliés de Tchombe ont le choix, soit soutenir les MPLA, soit soutenir les FNLA de Holden Roberto, qui est soutenu certes par la CIA, mais celui-là, c'est un allié de Mobutu. Il est soutenu par Mobutu. Il y a aussi l'UNITA. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont le choix entre être des alliés de Mobutu, de soutenir des alliés de Mobutu, ou soit soutenir les MPLA avec qui ne partagent pas la même idéologie. Les choix étaient clairs. Ils vont s'allier au MPLA. Et quand le Portugal quitte l'Angola en 1975, ils soutiennent les MPLA contre les FNLA. Et c'est l'MPLA qui proclame l'indépendance de l'Angola, mais c'est un mouvement communiste. Maintenant, Mobutu n'est pas content, il va envoyer ce qu'on appelle la brigade Camagnola au Portugal pour aller aider les FNLA et l'UNITA à prendre Luanda et instaurer un régime allié d'Isaïr en Angola. À l'époque, c'était les puissants Mobutu. Oui, c'était les puissants Mobutu. Oh. Maintenant, quand ils arrivent, ils se heurtent maintenant à la résistance, non pas du MPLA, mais de ces anciens gendarmes-là, qui sont dirigés par
le colonel, ou du moins le général Nathanaël Mbumba, un ancien officier de Tchombe. Maintenant, Mobutu ne le savait pas et la CIA ne le savait pas non plus. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ne l'ont pas su. Castro aussi a envoyé ses militaires, Fidel Castro, oui, les en Cubains. Angola soutenir le MPLA avec des armes redoutables à l'époque, les orgues de Staline, qui avaient fait leur preuve durant la Seconde Guerre mondiale, et vont décimer la brigade Camagnola, les militaires zaïrois envoyés pour aider les FNLA, et les FNLA va perdre son influence, et nos militaires décimés, les sixièmes vont rentrer au pays, et c'est l'UNITA maintenant qui va s'imposer comme les mouvements à même de se positionner contre les MPLA. C'était la plus grande défaite oui, subie par Mobutu. Oui, oui, c'était la plus grande défaite. Mais l'UNITA va aussi bénéficier de l'appui de la République sud-africaine, de l'apartheid, Wow. de l'apartheid à l'époque. Alors, maintenant, comment remercier maintenant ces gens-là qui viennent de sauver les pouvoirs du MPLA? Le premier président angolais, Neto, va leur créer une sorte de proto-État en plein Angola, à leur confier pratiquement une petite ville et des champs, ainsi de suite, mais aussi va les aider à essayer de rentrer au Zaïre pour récupérer leur Katanga. C'est ainsi qu'il va y avoir deux guerres. La guerre de 80 jours et la guerre de 6 jours. Donc en 77, la guerre de 80 jours. En 78, la guerre de 6 jours. Ce sont ces mêmes gens qui venaient attaquer les Congo à partir d'Angola. Il y arrivait grâce à, entre autres, l'aide de Moantayav, le chef de Lunda. Ouais. Le chef de Lunda, la tribu de Tchombe, parce que le royaume du chef de Lunda s'étend en Angola, en Zambie et au Congo. Il facilitait donc ainsi leur traversée des deux frontières pour arriver au Zaïre. Là, ces deux guerres, nous aurions pu les perdre parce que les chefs d'état-major de l'époque, Bumba Moasso, l'affairisme dont on crie aujourd'hui, qu'il gangrène l'armée congolaise, n'a pas commencé aujourd'hui. C'est déjà depuis ces années-là. Parce que la ration des militaires s'est retrouvée sur le marché noir, au lieu de se retrouver entre les poches, entre les mains des militaires qui étaient venus combattre. Et c'est ce qui va décourager, ce qui décourageait les forces des unités qui ne faisaient pas partie de la DSP, donc qu'on appelait l'armée du président. Donc, les autres phases étaient un peu déconsidérées parce que les chefs d'état-major détournaient les rations, détournaient leurs soldes. Mais ils disaient donc, comme ce n'est pas notre pouvoir, que le président envoie son armée pour venir combattre. De telle sorte que la CIA va être obligée de s'immiscer et demander les remplacements du chef d'état-major Bumba par le général Babia à l'époque. Et surtout, les Zaïre va avoir des alliés qui vont venir à son secours, le Maroc et la France. On va gagner, c'est ainsi qu'on va gagner, même si Mobutu va théâtraliser en jouant la scène d'un président qui va au front dans un avion qu'il semble piloter alors qu'il ne pilote pas. Donc la propagande marchait bien à l'époque. Bon, donc Nathanaël Mbumba et ses hommes vont être vaincus à des reprises, surtout en 1978, quand Valéry Giscard d'Estaing va envoyer ses légions parachuter sur Colosie et les Marocains vont venir aussi. Bon, ils vont finir par rentrer chez eux en ayant engrossé beaucoup de femmes là-bas. Oui, ils ont des héritiers là-bas de Colosie. Donc, ces deux guerres vont être gagnées non pas par la force des phases toutes seules, mais surtout grâce aux interventions étrangères. Ouais. Alors, on va encore connaître à partir de 1978 une paix relative, même si les maquis de Kabila persistent, jusqu'en 1984, où il va y avoir une autre petite guerre du côté des Moba. C'était là, c'est Mzee Laurent Désiré Kabila qui attaque du côté de la Tanzanie. Et quand il va prendre le pouvoir en 1997 au Congo, tout le monde va remarquer qu'il boitait. C'est à Moba qu'il avait été blessé. Ah bon? Par les troupes zaïroises conduites par le général Maëlé Bokungu. Maëlé Lieko Bokungu, voilà. Il était lui-même au front. Oui, il était lui-même au front. Oh. Bokungu, Maëlé était lui-même au front. Et puis, il n'était pas encore général à l'époque, il était colonel. Alors, Mzee va partir en Tanzanie et va mettre fin à son maquis de Hewabora. Son maquis de Hewabora, on raconte qu'il va devenir commerçant. Il va devenir tantôt, bon, toujours politicien, mais tantôt aussi émissaire de Mobutu.
pour aller chez John Garang là-bas. Bon, c'est ça qu'on raconte, mais personne Ouais. ne sait si c'est vrai. Alors, surtout qu'Embouze n'est plus là pour confirmer si c'était vrai ou pas. Alors, à partir de 1984, donc la dernière poche de résistance militaire contre Mobutu est vaincue. Et Mzee Laurent Désiré Kabila va finir par s'installer entre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie à partir de 1986, surtout quand Museveni va prendre le pouvoir à En Kampala. Ouganda. En Ouganda, voilà. Maintenant, le problème des pays des Grands Lacs est lequel? Les événements qui touchent un pays se répercutent facilement dans un autre pays. Ouais. Parce que quand Museveni prend le pouvoir à Kampala, c'est pas un bonheur pour nous parce qu'il a de l'opposition. Contrairement à tous les présidents qui ont dirigé l'Ouganda Ouais. depuis son indépendance, lui, il est du Sud. Alors, les gens du Nord, surtout les partisans d'Obote, se soulèvent contre lui. Durant sa conquête du pouvoir, il a été soutenu pas seulement par des Ougandais, mais surtout par des réfugiés rwandais. Des réfugiés rwandais qui avaient fui ce qu'on appelle au Rwanda les Mouyaga. Ouais. La persécution des Tutsis qui a commencé en 1959, après la mort du roi, donc du frère du dernier roi Kigeri VI, c'était Ouais. Mutara, je pense, le roi Mutara. Mutara, qui est mort au Burundi. Alors, les masses anti-monarchistes manipulées, entre autres, par les Belges, c'était surtout des Hutus, vont créer la guerre au Rwanda qui va pousser en exil beaucoup de Rwandais, surtout de Tutsis, du côté de l'Ouganda et du côté du Congo. Alors, ces gens-là qui ont fui en Ouganda là-bas, ils n'ont pas de nationalité. Ils sont apatrides. Ils sont quelque sorte apatrides et vivent dans des camps. Et surtout, les différents gouvernements qui sont au pouvoir au Rwanda ne font pas grand-chose pour favoriser les retours. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont aussi marginalisés par les différents pouvoirs du Nord qui sont à la tête de l'Ouganda. Alors, ils soutiennent Museveni. Parmi eux, il y a surtout Fred Rwigema. Fred Rwigema qui est recruté par Museveni et qui maîtrise aussi l'art de guerre hérité d'Eduardo Mondlane, le leader de l'indépendance mozambicaine. Alors, il rejoint Museveni. Maintenant, il va recruter aussi son ami qui vivait dans les camps des taureaux, qui était un neveu de la dernière reine mère du Rwanda, un certain Paul Kagame. Il va lui dire, venez, nous allons rejoindre Museveni, nous allons nous battre, et peut-être si nous l'aidons à prendre le pouvoir, il nous aidera aussi à rentrer chez nous. Ouais. Alors, les gens de ce qui est encore, François Roukeba, l'avait tenté en 1963 en soutenant les gens de Moulélé. En disant que nous allons vous aider à prendre le pouvoir à Kinshasa, et dès que vous prenez le pouvoir à Kinshasa, vous nous aidez à rentrer chez nous au Rwanda. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour eux parce que les gens du CNL n'ont jamais pris le pouvoir à Kinshasa, et surtout, ils ont été vaincus, ils ont fui. Maintenant, on peut tenter par l'Ouganda. C'est ainsi qu'ils vont aider Museveni, et en février 1986, Museveni va prendre le pouvoir à Kampala. Maintenant, il a ces gens-là, des réfugiés rwandais qui ont travaillé pour lui et qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Que faire d'eux? Eh bien, il doit les récompenser. Il va d'abord nommer comme chef d'état-major adjoint Fred Rwigema, chef d'état-major adjoint de l'armée ougandaise. Et l'ami de Fred, Paul Kagame, qui était très fort dans les renseignements durant la rébellion de Museveni, il va être nommé directeur adjoint des renseignements ougandais. Il a dans son cabinet des gens comme Kayumba Nyamwasa, Patrick, l'homme là qui était tué en Afrique du Sud, Karegeya. Patrick Karegeya, et l'autre là qui était arrêté en Angleterre récemment, Emmanuel Karenzi, Kareke, et tous les autres là. Alors, il travaille pour lui dans ses renseignements. Maintenant, c'est là, cette situation fâche des Ougandais qui se disent, voilà, nous devenons maintenant sous la domination des gens que nous avons accueillis ici chez nous comme réfugiés. Alors, Museveni aussi voit que
c'est pratiquement un danger pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il les aide, il va les aider à créer les FPR, les Fronts patriotiques rwandais, pour rentrer au Rwanda. Il sait aussi qu'il ne peut pas se séparer comme ça seulement. S'il se sépare ce sont des vrais combattants, ils vont se retourner contre lui et son pouvoir ne durera pas. Ne durera pas pour longtemps. Alors, il les aide à s'organiser pour aller reconquérir leur propre pays. Maintenant, les Ougandais fâchés aussi s'irritent et se révoltent. Et d'abord les musulmans qui souhaitent le retour de Idi Amin Dada, qui s'organisent et utilisent une méthode un peu sophistiquée pour se financer. Ils trafiquent de l'or et du café à partir d'Isaïr. Ils vont constituer dans les Rwenzori les noyaux de ce que deviendront plus tard les ADF NAL, déjà à partir de 1986. Ce sont des Ougandais. Ouais. Il y a aussi d'autres illuminés, conduits par une illuminée qu'on appelle Alice Lakwena. Alice Aouma, c'est son nom, mais il va se dire qu'elle est possédée par un esprit venu du Seigneur qu'on appelle Lakwena. Donc, elle va être Alice Lakwena qui va lancer un mouvement mobile, en français, un mouvement mobile du Saint-Esprit. Donc, une armée pour renverser Museveni. Bon, Alice Lakwena sera vaincu et poussé à l'exil au Kenya dans un cas de réfugié. Mais il a son neveu qui va prendre la relève de ce mouvement-là et un peu le formaliser et transformer en une armée de résistance du Seigneur. L'armée de résistance du Seigneur. Et son neveu-là, c'est Joseph Kony. Joseph Kony. Toujours introuvable jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Quand Museveni va les vaincre, où est-ce qu'il va aller? C'est ici au Congo qu'il va amener son mouvement et commettre de nombreux massacres. Donc, la situation extérieure, qui était une affaire intérieure ougandaise, s'est répercutée et jusqu'à aujourd'hui, nos frères de Beni, nos frères de Lituri subissent des conséquences. Subissent des conséquences de ça. Alors, maintenant, en 1990, les FPR attaquent les Rwandais et commencent la guerre de libération du Rwanda contre le pouvoir de Habyarimana. Bon, dans un premier temps, leur progression est arrêtée par la France qui avait envoyé une mission, l'opération Noroite, la Belgique aussi, même si ces gens-là ne sont pas partis au front, mais c'est surtout par les troupes au sol envoyées par Mobutu pour aider son ami Habyarimana. Et ces troupes étaient dirigées par Mahele, qui va gagner maintenant ses galons de général. Donc, il y avait la DSP, la garde civile et les commandos de choc. C'était un commando stationné du côté de Kisangani. Ils vont être envoyés là-bas. Et d'ailleurs, Mahele va être blessé. Il va gagner ses galons de général. Nous sommes en 90. En 90. Oh. Il y a d'ailleurs une anecdote que les Rwandais aiment se raconter. C'est pas faux, c'est vrai. Et même beaucoup de Congolais connaissent ça. Mobutu va dire à Habyarimana, toi, je te dis toujours de ne pas construire des bonnes routes chez toi. Tu vois, à cause des bonnes routes que tu as construites là, les rebelles ont avancé rapidement et ont failli t'atteindre à Kigali. Moi, chez moi, il n'y a aucune route. C'est difficile. Ils ne m'atteindront jamais. Bon, ce n'est qu'une parenthèse. Alors, cette victoire contre les FPR de 1990 va accorder juste un répit à Habyarimana parce que la guerre ne va pas s'arrêter. On va aller de négociation en négociation. Malheureusement, ça va culminer par le génocide de 1994 et en fait contre la victoire du FPR qui va avoir lieu en juillet. D'ailleurs, c'est célébré actuellement. À partir de demain, après demain, ça va être célébré du côté du Rwanda. Maintenant, cette situation, on nous touche, nous, les Congolais, parce que Mobutu, influencé par Jacques Foccart, les Français, va ouvrir ses portes à des milliers, en tout cas des milliers, voire des millions de réfugiés rwandais qui vont traverser les frontières et venir au Congo. Là, nous sommes en 1994. Ce ne sont pas seulement les réfugiés civils qui traversent, mais c'est tout aussi l'armée défaite de Habyarimana qui traverse avec tout son arsenal. Chars de combat, armement lourd. Donc, même si quand ils traversent, quand même, les phases se saisissent de cet arsenal. Donc, qu'ils vont garder dans les camps là-bas, les camps de Katindo. Oh. Bon, on voyait ça quand on était encore enfant. Même si les généraux de l'époque, c'est qui encore les chefs d'état-major, Eluki, non, pas les chefs d'état, pas Eluki, Nzimbi, le chef de la DSP,
et Baramoto, le chef de la garde civile, vont venir ici et voler une partie de cet arsenal pour aller la revendre aux rebelles soudanais, aux narcotrafiquants de l'Amérique latine et à beaucoup d'autres. Et à beaucoup d'autres qui en voulaient. Alors, mais quand même, et ils vont se retrouver aussi, ces militaires vont se retrouver dans des camps avec de l'armement. Mais aussi les miliciens interarmes qui avaient commis la partie importante du génocide vont traverser et se retrouver dans des cas de réfugiés. Ils ne seront pas désarmés. Ils ne seront pas désarmés, mais pour sécuriser ces camps maintenant, les HCR va prendre quelques militaires de la DSP et va faire d'eux les gardiens de ces camps-là. Alors, maintenant, quand ces réfugiés la traversent, ils retrouvent les Nord Kivu qui viennent de connaître une guerre qu'on appelle, entre guillemets, la première guerre du Kivu, qui a éclaté en 1993 à partir de Walikale, qui a éclaté au fait que, bon, la conférence nationale souveraine a commencé à Kinshasa. Et là, à la conférence nationale souveraine, on commence à nier à certaines personnes ici au Nord Kivu leur citoyenneté zaïroise. C'est surtout les Tutsis et les Hutus. Alors, et surtout que Mobutu, Mobutu avait donné ou vendu, bon, utilisons le verbe donner, à son ami Abiyarimana un grand espace dans le territoire de Walikale, entre 20 000 et 80 000 hectares comme ça. Alors, pour mettre en valeur tout cet espace-là, il y a Abiyarimana qui va envoyer des milliers de ses compatriotes rwandais pour aller mettre en valeur cet énorme espace, lui donné par son ami Mobutu. Maintenant, ces gens-là se comportaient comme étant un territoire conquis, ce qui irritait les autres communautés, les Nyanga en particulier. Ils hissaient même les drapeaux rwandais. Alors, ces derniers vont commencer à confondre tout le monde par la Kinyarwanda comme Rwanda. C'était ainsi qu'un jour, quand cette communauté des Banyarwanda ou des rwandophones, prenons le terme qu'on veut, étaient dans des messes, au marché, les miliciens Nyanga vont les attaquer et les massacrer. Ça va provoquer ce qu'on appelle la guerre du Kivu, parce qu'il y avait déjà beaucoup de milices, des milices qui émergeaient ici, comme des différents Guilima Maï Maï, des mouvements Maï Maï dans les Massissi, dans les Walikale, dans les Grands Nord et même dans les Rutshuru. Et il y avait aussi des associations communautaires, des mutuelles communautaires qui se disaient encadreuses de communautés, mais aussi qui entretenaient des milices. La plus célèbre, c'était la Magrivi, mutuelle agricole de Virunga, qui était une mutuelle Hutu. Il y avait d'autres, les Kianda, qui va commencer à l'époque, les Bushenge Hunde, voilà, beaucoup d'autres, beaucoup de mutuelles communautaires. Maintenant, la guerre va commencer en 1993 jusqu'en 1994. Ça va se terminer, entre autres, grâce à des multiples initiatives de réconciliation. Mobutu vivait ces derniers jours. Oui, dont l'une menée par Monseigneur Ngabou Faustin. Monseigneur Ngabou Faustin qui va inviter des communautés là-bas à Buhimba. Voilà. Ça va se régler. Et cette guerre va prendre fin momentanément parce qu'elle va être enclenchée la même année avec cet afflux massif de réfugiés Hutus qui veulent se concentrer dans cet espace-là que Mobutu leur avait offert et créer ce qu'ils appelaient à l'époque une sorte de Hutuland. Des Hutuland, c'est-à-dire ils vont s'organiser à partir d'ici pour aller reconquérir leur pouvoir au Rwanda. Maintenant, le pouvoir rwandais aussi va se retrouver menacé. Il va commencer à mener des incursions ici au Congo et les anciens intérêts aussi menant des incursions au Rwanda. Donc, les deux pays vont être quasiment en guerre. Quant à Mobutu, en ouvrant sa frontière aux réfugiés, il avait retrouvé une certaine reconnaissance internationale qu'il avait perdue à partir de 1990, surtout quand on l'a accusé d'avoir commis un massacre des étudiants à Lubumbashi. Bon, c'était faux, mais mais quand les médias s'y mettent, vous risquez gros. Il va retrouver cette reconnaissance internationale-là. C'est ça qui l'intéresse. Il va nommer Kengo comme Premier ministre et écarter Tshisekedi, les pères. Alors, Étienne. Alors,
On est quasiment en guerre déjà entre les Rwandais. En 1900, la guerre va continuer jusqu'en 1996. Et Luki, alors chef d'état-major, va mettre en place des opérations. L'opération Bata et l'opération Kimia, surtout après les rapports Vangu Mambweni. C'était des députés que le Haut Conseil de la République, PT et HCRPT, le Parlement à l'époque, il y avait, disons qu'il y avait des parlements. Un parlement reconnu par la Conférence nationale souveraine, le HCR, dirigé par Mosengo, et puis Mobutu va créer aussi son propre parlement, le PT, le Parlement de transition, dirigé par Anzuluni Bembe, le père du militant là, Anzuluni Floribert, Oh, Floribert Anzuluni, Anzuluni. Anzuluni Bembe. Alors, maintenant, quand Tshisekedi va être déchu, on va y avoir une manœuvre politicienne qui va arriver à réconcilier entre autres les deux parlements et les transformer en un seul qu'on va appeler les HCRPT, qui avait des présidents. Un président de la mouvance présidentielle et un président de l'opposition. L'opposition de Boboli Kolokonga et du côté de la mouvance présidentielle, Anzuluni Bembe. Il n'y avait pas de vice-présidents, il y avait des présidents des mêmes parlements monocaméral. Il n'y avait pas de chambre, mais un parlement monocaméral avec des présidents. On les appelait les coprésidents. Bon, il y a des situations qui ne peuvent voir liées qu'au Congo. Le Congo seulement. Alors, ce parlement-là va envoyer maintenant une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est passé ici au Congo. Et puis, ce parlement va sortir comme conclusion que non, les Tutsis ont pris le pouvoir au Rwanda. Ils veulent maintenant créer ce qu'ils appelaient à l'époque un empire Hima-Tutsi qui va diriger l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Congo. En disant que c'est que les Tutsis étaient en train de chercher. Maintenant, ici, chez nous, il va y avoir une haine anti-Tutsi à l'époque, une forte haine anti-Tutsi à l'époque. On nous obligeait, on obligeait les enfants de mon âge à l'époque, j'étais encore enfant, et bien d'autres à chanter, tous voter, dire quoi, et des personnalités Tutsi que tout le monde connaissait comme des personnalités congolaises vont commencer à être attaquées. Parmi elles, un certain Kanyamuhanga Gafundi, qui a longtemps été commissaire des zones. C'est comme ça qu'on appelait les bourgmestres, pas les bourgmestres, les administrateurs des territoires à l'époque, qu'on va arrêter et les mettre à Munzenze et tenter de les faire traverser pour aller au Rwanda. Alors qu'ils ne se connaissaient pas comme étant un Rwandais. Bien sûr, c'est revendiqué congolais. C'est dans ce contexte-là que va éclater maintenant une troisième guerre. Celle du Kivu, la deuxième guerre du Kivu n'est pas encore finie, que l'autre commence. C'est celle maintenant de l'AFDL. C'est le maintenant de l'AFDL. L'AFDL, ce sont maintenant des mouvements qui se réunissent pour tenter de renverser Mobutu. Il y a des Lumumbistes soutenus par Museveni, dirigés par Kissa Sengando, qui avait créé son parti, qui avait commencé son maquis du côté de Rwenzori là-bas. Et il y a Deogracias Bugera, qui avait créé l'ADP, l'Alliance démocratique des peuples. Lui, c'est un Congolais Tutsi, de Massissi. De Massissi qui dit, comme on ne veut plus de mes frères, pourquoi ne pas lutter? Il y a Massassou Nindaga, lui, c'est un Mouchi. Lui, c'est un Mouchi qui avait créé le MRLZ, le Mouvement révolutionnaire pour la libération d'Isaïe. Maintenant, on appelle aussi une quatrième personnalité, Laurent Désiré Kabila, avec son PRP, le tout premier parti d'opposition au Congo. Ce n'est pas l'IDPS. Le tout premier parti d'opposition au Congo, c'est le PRP de Laurent Désiré Kabila, créé déjà en 1967. On raconte que c'est à Nairobi, mais d'autres pensent que c'était au Congo, du côté de Makanga, là-bas. Alors, c'était quand même courageux. Oui, c'était courageux. Ils se réunissent et créent maintenant l'AFDL. L'AFDL qui commence sa guerre. L'acte constitutif de l'AFDL est signé le 18 octobre 1996 à Lemer. Nous sommes au sud Kivu, une localité déjà tombée entre les mains des miliciens Banyamulenge, conduits par ce qui est encore Miller Ruhimbika. Voilà. C'est là que commence maintenant la guerre de l'AFDL. Lui était Munyamulenge, qui avait créé une association qu'on appelait à l'époque Milima pour défendre les droits des Banyamulenge et qui s'opposait à une autre milice créée par Anzuluni Bembe, le coprésident du HCRPT. Maintenant, la guerre commence. Quand elle éclate, Mobutu est d'abord malade,
Puis il va décider de mettre les provinces du Nord et Sud Kivu sous état de siège. Il va nommer comme gouverneur du Sud Kivu le général Elessé et comme gouverneur du Nord Kivu le général Panzu, Ngwala Panzu. Alors, bon, ce que je veux dire, ce sont les mauvaises bouches qui racontent ça. Le général Elessé fait la passation du pouvoir avec les gouverneurs, le pasteur Kembo Walumona à Bukavu, et il devient gouverneur de Bukavu. Il rentre maintenant chez lui, dans la résidence des gouverneurs. Il est en train de s'échanger, il est en petite culotte et en singlet. On veut lui dire, mais général, les rebelles ont déjà pris la ville, vous êtes encore ici. On raconte, ce sont les mauvaises bouches qui le racontent, qu'il va passer par la fenêtre en petite culotte et va fuir la ville à pied. Bon, peut-être qu'il avait trouvé quelqu'un qui lui a donné des habits en cours de route. Il va fuir. Là, on est vers le 28 octobre 1996. Maintenant, Goma aussi va tomber, la guerre va commencer le 31 octobre 1996. C'était un jeudi. Et la ville va tomber le lendemain parce qu'il n'avait personne pour la défendre. C'était seulement les membres du contingent zaïrois, donc les gens là qui sécurisaient les camps, qui s'étaient mis à chercher à défendre la ville. Mais il utilisait une expression là en disant que les rebelles, il disait en Swahili, en lingala plutôt, bazana ba armes lourdes, pas bazana ba armes lourdes. Bon, ils vont finir par détaler et fuir la ville, mais aussi les généraux, les gouverneurs vont aussi fuir du côté de Sac où les petits Maï vont l'humilier là-bas. Dans l'époque? À l'époque, oui, à l'époque, il va fuir vers Sac. Puis les Maï vont l'humilier là-bas, il va même lui arracher son tennis, et sa tenue plutôt, et ses galons de général. Voilà. Goma va tomber et l'AFDL va finir par conquérir tous les pays. Jusqu'à Kinshasa. Kinshasa qui va tomber le 17 mai 1997 et Mobutu va fuir. Et cette guerre va prendre fin. Disons qu'il n'y aura qu'un répit parce qu'une année après, une autre guerre va éclater, celle d'IRCD, qui sera une guerre multiforme. D'abord perçue comme une guerre d'agression, puis devenue une rébellion avec des ramifications du côté du MLC. Et puis le RCD lui-même va se scinder en deux. Il va y avoir le RCD Goma et le RCD KML. KML pour dire Kisangani, Mouvement de Libération. Et KML qui va aussi se scinder, qui va prendre Butembo et s'allier aux Ougandais. Il va y avoir le RCD-N de Lumbala et des multiples mouvements Maï-Maï. Donc ça sera une guerre un peu longue, mais qui va se résoudre par des négociations et va prendre fin en 2003. Et le pays va retrouver sa réunification avec comme président Joseph Kabila et 4 vice-présidents. Mais ce n'était qu'un refus parce que la guerre n'était pas encore finie. Vu que, comme on le disait à l'époque, certaines causes profondes de la guerre qui a commencé ici au Kivu n'étaient pas encore réglées. D'ailleurs, nous avions oublié une guerre de 1960 parce que c'est une guerre à laquelle peu de gens donnent de l'importance. Dans les sillages de la guerre de Moulele, il y a eu une autre guerre qui a éclaté ici, même au Nord Kivu, suite à une mésentente entre les gouverneurs Denis Paloukou, et son compagnon, qui n'était pas gouverneur, un ancien ministre du gouvernement Miruho, Rwakabuba, le père de Magui, Cyprien Rwakabuba. Ça va être une guerre, en fait, une guerre communautaire. Disons que quand le pays accède à l'indépendance en 1960, il a 6 provinces. Maintenant, les délégués du Nord Kivu, parmi ces provinces, il y a les Kivu. Et les autres sont des districts. Les Kivu a 3 districts. Le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Alors, maintenant, les gens des autres communautés du Nord Kivu, surtout les Nandés, veulent à ce que le Nord Kivu soit une province. Et là, ils se heurtent à l'opposition de Cyprien Rwakabuba. Cyprien Rwakabuba qui, lui, est Tutsi, des Rutshuru. Alors, il commence à dire que, d'ailleurs, vous n'êtes pas Congolais, vous êtes venus du Rwanda. Il n'y a pas longtemps, lors de la transplantation. Bon, ça, c'est une autre histoire qui peut nous prendre peut-être. On en parlera peut-être prochainement. Alors, vous n'êtes pas Congolais. Alors, cette guerre tribale, maintenant, ils vont envoyer une lettre
qu'ils vont cacher, une lettre qu'ils vont cacher aux membres de la communauté Banyarwanda, les Hutus et les Tutsis. Ils vont envoyer une lettre à Kasavubu, leur demandant de faire du Nord Kivu une province. Kasavubu, je ne sais pas s'il était naïf ou quoi, il va accepter et subdiviser le pays en provinces. C'est ainsi qu'on va quitter de 6 provinces à une vingtaine de provinces, parmi lesquelles le Nord Kivu. Mais Rwakabuba n'est pas content, et comme il n'est pas content, on les combat, lui et ses frères, et on envoie les militaires les massacrer. Maintenant, comme Denis Paloukou est un peu plus risé que lui, il va envoyer à Kassavou, il va dire à Kassavou que ces gens-là, des Rwakabuba, sont des gens qui soutiennent Moulélé, alors que Rwakabuba ne connaissait même pas Moulélé. Il ne connaissait même pas Moulélé. C'était une autre guerre. On l'appelle la guerre de Kanyarwanda. La guerre de Kanyarwanda, qui va prendre fin en 1966. Quand Mobutu va venir ici, il est déjà président, il va venir ici, il va réunir les protagonistes, il va tourner sérieusement, il va se dire, ben voilà, on met fin à la guerre, il va envoyer Paloukou très loin là-bas, au Katanga, pour faire de lui le gouverneur, et il va partir avec Rwakabuba à Kinshasa pour faire de lui son conseiller. C'était important de revenir sur cette... Mais là, on était en 2003 déjà. Là, on est maintenant en 2003. Ouais. Alors, certains estiment, certains surtout officiers de la nouvelle armée naissante estiment que les causes profondes de ces conflits ne sont pas réglées et que les gens, les réfugiés qui avaient quitté le Nord Kivu lors des deux guerres du Kivu de 1993 et celle de 1994 sont toujours au Rwanda, ils ne sont pas encore rentrés. C'est là qu'ils vont créer les CNDP. Le général Nkunda va créer les CNDP. Nkunda, c'est quelqu'un du Bush, donc de Rutshuru, quelqu'un de Rutshuru qui était avant un pasteur adventiste, mais aussi un enseignant. Il enseignait à Kichanga. Mais puis un jour, parce que quand les guerres de 1993 éclatent, les phases qui sont censées sécuriser tout le monde, ben, observent en assistant, tout simplement, et ils soutiennent la communauté qui leur donne de l'argent, parce que c'est eux qui trafiquent les armes. Ce sont eux qui trafiquent les armes. Et puis un jour, les pauvres enseignants vont voir des militaires faire irruption dans son école et menacer ses élèves. Il va décider maintenant d'aller rejoindre les FPR, combattre aux côtés du FPR au Rwanda, et puis il va revenir en 1996 avec l'AFDL. Donc, lui, l'accord inclusif, l'accord global et inclusif de Sun City ne le satisfait pas. Avec certains officiers Tutsis comme lui, eh ben, il crée les CNDP. Les CNDP. Ah, c'est en 2000. En 2004 ou 5 comme ça. 4 ou 5 comme ça. Ben, il ne veut pas faire paraître les CNDP comme un mouvement purement Tutsi, parce qu'il y a d'autres personnes d'autres communautés qui les rejoignent. Et cette guerre va se finir par des négociations maintenant, les 23 mars 2009. Voilà, 2009, j'étais maintenant à l'époque élève à l'école secondaire. Voilà, c'est ainsi qu'on a mis fin à cette guerre-là de CNDP. Et son fondateur, Laurent Nkunda, va être arrêté au Rwanda et ses anciens collaborateurs vont intégrer les FRDC. Voilà. Voilà, donc ça veut dire, ça c'était la genèse pratiquement des guerres au niveau de la RDC. Ouais. Et actuellement, nous sommes on est toujours en conflit, mais avec les négociations en cours, on espère maintenant que toutes les causes, toutes les questions seront abordées avec une vraie sincérité, et que qu'on en finisse la paix qui va découler de ces négociations-là ou de ces pourparlers va maintenant aboutir à ce qu'il n'y a plus d'affrontement. Mais en fait, dès 1960 jusqu'à nos jours, on peut estimer à combien ces guerres-là? Elles sont nombreuses, Plus de 15. Elles sont nombreuses et diversifiées. Plus de 15 ou 20? Avec plusieurs ramifications. Une dizaine, une vingtaine. Beaucoup de guerres, c'est beaucoup. Voilà, c'est tellement important. Mesdames et messieurs, c'était long, mais ça valait la peine parce que déjà, la RDC, c'est quand même un pays, malheureusement, qui est beaucoup plus cité lorsqu'il s'agit des guerres. Mais fort malheureusement, il y a trop peu de Congolais qui connaissent l'histoire de ces guerres-là. Heureusement qu'on a eu quelqu'un qui maîtrise l'histoire de la RDC et de toutes ces guerres-là, qui nous a passé en revue
les grandes lignes relatives à toutes les guerres. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit, parce que on c'est n'a pratiquement on n'a pas impossible tout dit, c'est de pas résumer tout. toutes les guerres de la RDC en moins de bon, dans 1 ou 2 heures, c'est tellement compliqué. Mais nous disons grandement merci à notre invité du jour. Je rappelle qu'il s'appelle Toumsi Fouakram. Bonjour, merci beaucoup à Toumsi. Oui, merci beaucoup, Richard. C'était un honneur pour moi de participer dans votre émission. Vous refusez catégoriquement d'être historien. Ou vous êtes Peut-être chercheur en juste- histoire. non, peut-être juste un petit passionné d'histoire, mais historien, je ne peux pas revendiquer cette casquette-là. De toute façon, je n'ai jamais fait des études d'histoire, tant à l'école secondaire qu'à l'université. Oh, passionné d'histoire, c'est Voilà. tellement important et surtout humble, malgré toute la connaissance qu'il a. Merci beaucoup à Akram, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Du début jusqu'à la fin, on va se retrouver très prochainement pour d'autres notes d'histoire, puisque la RDC est très riche en termes d'histoire. Grand merci.